Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net, 11e épisode de notre série sur la VPC, un épisode qui va pas parler que de la VPC puisqu'on va parler aujourd'hui des garanties. Et je vais commencer par sabrer le champagne. Alors, je vais pas vraiment sabrer le champagne, mais je vais sabrer mon café parce que on est à quelques jours d'un énorme bouleversement dans la gestion des garanties en France. Alors, je vais faire un petit flashback. On est passé, j'étais encore commerçant à l'époque, on est passé d'une loi française qui garantissait les produits pendant 1 an, 12 mois, à un texte européen qui garantissait les produits pendant 2 ans, 24 mois, il y a quelques années. Ce changement a été applaudi quasiment unanimement par tout le monde et assez mal expliqué par la plupart des revendeurs. Tout le monde a trouvé génial qu'on passe de 12 à 24 mois et en fait pas grand monde a compris les enjeux que cachait ce texte. Pour être très précis, avant on avait 12 mois de garantie, 12 mois pendant lesquels, quoi qu'il arrive, le produit qui tombait en panne, on le renvoyait chez le fabricant, on le renvoyait chez le revendeur et on avait une garantie dessus. On est passé à 24 mois, mais en fait avec un traitement assez particulier. En fait, les 6 premiers mois de cette période de 24 mois étaient traités de la même façon qu'avant, c'est-à-dire pendant les 12 mois de garantie légale française. C'est pendant ces 6 premiers mois, si vous aviez un souci sur votre produit, vous le renvoyez au revendeur, vous le renvoyez au fabricant et il vous le réparait, etc. Enfin, une prise en charge de garantie traditionnelle. Mais les 18 mois suivants, c'était à vous d'apporter la preuve que le défaut constaté sur le produit était non pas dû de votre fait, d'une mauvaise utilisation, mais bien inhérent au produit ou à une malfaçon du produit. Et ça, c'est très 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 différent par rapport à la loi qu'on avait avant, parce que tout simplement, faire cette authentification, cette expertise du produit coûte assez cher. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, si vous avez un problème avec un produit qui a 13 mois d'existence, même si la garantie légale européenne, la garantie légale de conformité en France est de 24 mois, c'est à vous de prouver que le produit avait un défaut d'origine et non pas dû à votre usage du produit. Dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez un portable, un ordinateur portable qui va coûter 1500 €. L'emmener se faire expertiser chez un professionnel, il va vous coûter 100 € à peu près, pour qu'il vous fasse un papier qui prouve que le problème est bien inhérent au produit et non pas de votre fait. Voilà. Ces 100 € sont absorbables par rapport au montant de la facture que vous avez déboursé. 1500 € pour un portable, 1000 €, même 800 €, on peut imaginer que les 100 € c'est rentable. Si vous achetez une carte mère et qu'on vous demande la même somme, et que la carte mère vous a coûté 150 €, 100 €, voire 80 €, qu'on vous demande 100 € d'expertise, parce qu'il va falloir 2 heures un technicien qualifié pour faire cette expertise, et ben là, ça vaut plus du tout le coup. Ça veut dire que au bout de 7 mois, aujourd'hui, au bout de 7 mois après votre achat, si le commerçant ne vous garantit pas 1 an le produit avec une offre, on va dire commerciale, on y reviendra, vous n'avez pas la possibilité de faire réparer un produit chez un fabricant sans débourser le même prix qu'un produit neuf. Donc si vous achetez une carte mère à 100 €, une carte graphique à 200 €, un appareil photo à 150 €, etc., etc. Donc tous ces produits qui sont très abordables mais qui peuvent tomber en panne et qui demandent une expertise importante pour pouvoir identifier cette panne, eh ben ils sont bons à acheter à la poubelle au bout de 7 mois. Voilà, ça c'est la réalité actuelle. En fait, on a de la chance en France parce que la plupart des revendeurs et des fabricants ont décidé de poursuivre leur bonne habitude de garantir tout 1 an. Donc la plupart des produits, quand vous les achetez en VPC ou en magasin, ils sont garantis au minimum 1 an, mais faut bien comprendre l'esprit de la loi. C'est-à-dire que on est passé d'une garantie de 12 mois, qui était la garantie légale, à une garantie de conformité de 6 mois plus 18 mois, où vous devez faire la preuve que c'est bien le produit qui a un problème et non pas vous qui avez mal utilisé le produit. Et donc les 1 an qui sont
sont exercées, qui sont proposées par les revendeurs aujourd'hui, c'est une garantie commerciale, c'est 6 mois cadeau qu'on vous fait. Il y a d'ailleurs certains revendeurs qui garantissent tous leurs produits 6 mois, d'autres revendeurs qui vont garantir certains produits en dessous d'un certain tarif, je sais pas, en dessous de 30 euros, ils vont dire que tout ce qui coûte en dessous de 30 euros va être garanti 6 mois et non pas un an. Et puis il y en a d'autres qui ont par exemple des politiques au cas par cas. Vous avez des batteries qui sont garanties 6 mois seulement chez certains vendeurs et non pas 12 mois comme la totalité du reste de leur catalogue. Donc c'est vraiment un truc à comprendre. Alors pourquoi je reviens là-dessus? C'est parce que c'est pour ça aussi que je sabrais mon café tout à l'heure. C'est parce que le 18 mars prochain, donc dans quelques jours, là je filme cette vidéo, on est le 2 mars, le 18 mars 2016, la loi évolue, et elle évolue pour le plus grand bien des consommateurs. C'est-à-dire que les 6 mois de battement qu'on avait au début, dont je vous parle, 6 mois pendant lesquels c'est automatiquement le revendeur qui est responsable du produit, ces 6 mois vont passer à 24 mois. Et donc là on va voir vraiment, enfin, 2 ans de garantie sur l'ensemble des produits. Et ça change complètement la donne. 2 ans de garantie, c'est très différent de 6 mois, c'est très différent d'un an, et ça couvre vraiment l'utilisation du matériel. Plus aucun revendeur, plus aucun fabricant n'a intérêt à vous proposer un produit qui ne soit pas bien fabriqué, parce qu'il va falloir tenir 2 ans de garantie, ou assumer les conséquences d'un SAV. Donc ça c'est une première chose, et c'est une première chose assez importante, et donc c'est vraiment important d'un point de vue calendrier, parce que c'est pas rétroactif évidemment. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui un produit avec une facture datée d'aujourd'hui, dans quelques jours, vous n'aurez pas le droit aux 24 mois de garantie. Vous aurez le droit à 6 mois plus 18 mois. Donc il faut bien comprendre cette nuance. Donc si vous avez un gros investissement à faire, un gros appareil photo, un gros portable, etc., n'hésitez pas à décaler de quelques jours, attendre le 18 mars, et au 18 mars de faire votre achat. Parce que vous passez donc de 6 mois plus 18 mois à 24 mois, ça vaut franchement le coup de le faire. Autre information par rapport à ces garanties de base, ce sont vraiment les garanties contractuelles en France. On vous propose souvent avec les produits d'occasion, les produits soldés ou alors les produits déballés, etc. Donc il y a des retours sous 14 jours qui ont été déballés, qui sont réemballés par le fabricant qui vous les propose un peu moins cher. Voilà, il vous fait une décote. Et en général, il vous indique une garantie avec un délai amoindri. Alors, les plus corrects font une garantie de 6 mois. Les plus cool font une garantie d'1 an, et la plupart du temps on a quand même affaire à une garantie dégradée. On va vous dire garantie 15 jours, garantie 3 mois, etc., etc. La loi est très très claire et elle va pas changer, malgré l'évolution dont je parlais un petit peu avant. Tous ces produits d'occasion vendus par un professionnel vers un particulier sont garantis 6 mois minimum. Donc si on vous dit non c'est garanti 3 semaines, non, c'est garanti 6 mois minimum. Si on vous dit si vous prenez le pack expert machin bidule, vous aurez une garantie sur ce produit qui sera de 6 mois contre 3 mois si vous prenez le pack de base, non, c'est garanti 6 mois minimum. C'est vraiment un truc à noter. Vous achetez des soldes, vous achetez des produits réemballés ou quoi que ce soit, vous avez 6 mois de garantie minimum. Voilà, ça c'est important de le signaler. Comment appliquer la garantie d'un produit? C'est une vaste question, essayez d'être le plus didactique possible, même si la vidéo risque d'être un petit peu longue. Première chose, toujours très importante, essayez de conserver un document papier, une facture papier, et la trace de votre livraison. Pourquoi? D'abord parce que le papier, c'est malgré tout c'est pas mal, même si la plupart des sites, et c'est très bien, proposent aujourd'hui de télécharger des PDF, des factures que vous faites, donc vous avez accès à votre compte, vous avez un listing de PDF avec toutes vos factures, etc. C'est bien d'en garder la trace papier. Pourquoi? Pour la très bonne raison que votre date de départ de garantie n'est pas la date de votre commande. La date de votre commande, c'est la date de votre commande. La date de votre garantie, c'est la date de réception du produit. Si vous commandez un truc et qui met 3 semaines à arriver, vous n'allez pas perdre 3 semaines de garantie, vous allez ajouter ces 3 semaines à votre facture. Comment? En notant, en faisant une capture d'écran, par exemple, du service de livraison, ou de l'email qui vous signale que le colis est en expédition, etc. Vous allez capturer cette information, l'agrafer à votre facture, garder tout ça dans un coin précieusement, et des fois, au bout de 24 mois, donc bientôt, au bout de ce délai de garantie légale, ces 3 semaines, ces 2 semaines,
ces quelques jours, peuvent sauver la mise par rapport à un achat qui vient de tomber en panne. Ben, retrouver 3 semaines au bout de 2 ans, ça peut complètement changer votre vie la vie de votre produit. Vous allez gagner votre garantie avec ces 3 semaines supplémentaires. Donc, imprimer le document, avoir la trace de votre date de livraison, c'est primordial puisque c'est de là que commence votre garantie. Autre élément, alors ça va prêter à sourire, mais ça m'est arrivé quand j'étais revendeur, ça permet de savoir où on a acheté. Alors voilà, ça paraît idiot. Moi, j'ai déjà reçu des cartes mères que j'avais pas vendues à des gens que je ne connaissais même pas en SAV, où ils l'avaient renvoyé un petit peu au pif, comme ça, je sais pas ce qui leur passait par la tête. Il faut évidemment s'adresser à la bonne personne quand on veut avoir une garantie de produit. Hein. C'est pas la peine de renvoyer au fabricant un produit si vous n'avez pas de facture à son nom, et si vous n'avez pas de système, enfin pas de dialogue avec lui. C'est pas la peine d'envoyer à un magasin X un produit que vous avez acheté chez Y ou tout type de combinaison de ce genre. Évidemment, vous n'aurez pas de garantie sur un produit que vous n'avez pas acheté dans le magasin. Ça semble le plus logique. Le fait de garder une trace papier permet d'être à peu près sûr d'où on en est. En même temps, vous achetez pas 50 000 produits par an, donc garder quelques factures chaque année dans un dossier, ça peut être vraiment une bonne solution. Une fois que vous avez bien constaté la validité de votre garantie, la première chose à faire, c'est de prendre contact avec le vendeur. Donc généralement maintenant on a des services qui sont assez ouverts, avec des plateformes web, avec des questions-réponses, des emails, etc. Ou simplement un coup de fil qui peut être passé. Là encore, la facture est importante. Pourquoi? Parce que logiquement, légalement, le revendeur n'a pas le droit de vous demander de passer par un numéro de téléphone surtaxé pour accéder à votre SAV. L'accès au SAV, la garantie doit être absolument gratuite, et donc pas de téléphone surtaxé. Donc, le mieux, c'est de garder sur votre facture, de regarder, il y a sûrement un numéro de téléphone qui vous indique le centre d'appel pour, en cas de problème, contacter le service adéquat. Donc, encore une fois, la facture, c'est un document important, vous avez un numéro de téléphone, vous prenez contact, ou alors vous envoyez un email, vous prenez contact, et on commence une procédure de SAV. Alors la procédure de SAV, elle est souvent très tatillonne, elle énerve un peu les gens. On vous demande par exemple d'imprimer un papier, de le glisser dans le colis, d'écrire un numéro sur l'extérieur du colis, etc., etc. Faut bien comprendre que si cette procédure est très précise et tatillonne, c'est pour gagner du temps. Et gagner du temps pour votre SAV, c'est gagner du temps pour avoir une réponse à votre SAV, soit un remboursement, soit un échange, soit etc., etc. Toutes les possibilités qui sont offertes en SAV. Si on vous demande d'indiquer un numéro sur votre colis, c'est parce que la plupart du temps, le marchand a déjà pris la décision du traitement de votre SAV. Il a la pièce en stock par exemple, donc quand il va arriver votre colis avec son numéro à l'extérieur, il va être aiguillé vers le bon endroit, il va partir pour du SAV qui va remonter vers le grossiste ou le fabricant, et il va faire partir directement, en scannant votre colis, votre code barre ou le numéro, en tapant le numéro, faire partir directement une pièce de rechange qui va retourner chez vous. Voilà. Donc typiquement, quand un processeur entre en SAV, il n'y a pas vraiment moyen de le réparer, donc il fait un échange standard. Le fait de bien respecter les conditions, de bien respecter la méthode et la méthodologie qu'il vous propose, va vous faire gagner énormément de temps, et on peut avoir un SAV qui est traité dans la journée. On me parle souvent des garanties, des retours avec la boîte du matériel d'origine, et ce qui fait que j'arrive chez des gens et je remarque dans leur garage, par exemple, une boîte d'imprimante énorme, des boîtes d'écran, des boîtes de PC, de tours, etc. Non, vous êtes évidemment pas obligé de garder la boîte d'origine pour envoyer le matériel qui tombe en panne. Ça c'est le cas quand vous faites un retour avec le délai de rétractation dont on a déjà parlé. Si vous avez à faire un retour, vous pouvez utiliser l'emballage que vous voulez. Évidemment, vous avez le droit de déballer vos produits, vous avez le droit de vous en servir, vous avez le droit de jeter les cartons. L'intérêt de garder les cartons, ça peut être, si vous avez la place, de profiter d'un emballage qui a été prévu pour leur transport, le transport des produits. Typiquement, une imprimante, vous avez un emballage qui va coller aux divers chocs qu'elle peut avoir, etc. Donc, encore une fois, en VPC, ça peut être intéressant de garder les cartons, c'est absolument pas une obligation, faut pas mélanger la garantie avec le délai de rétractation, les éléments sont absolument différents. Une fois que le matériel est reçu chez le revendeur, il va le passer au banc de test. Il a une équipe de techniciens qui est normalement dédiée à cet exercice, donc ils vont tester pour voir si le problème constaté chez vous est bien le même chez eux et si ça passe vraiment dans la garantie. Il peut arriver que le problème que vous ayez rencontré chez vous ne soit pas répété chez le revendeur, tout simplement pour une raison de compatibilité entre des produits, etc. Le produit que vous avez cru
endommagé ou problématique est parfaitement fonctionnel, et ça vient d'un conflit chez vous. Dans ce cas-là, le retour est simple, il vous renvoie le produit en vous disant non, le produit est parfaitement fonctionnel. Si le produit est plus problématique, on va rentrer dans une procédure de SAV classique. Suivant le produit, la date de commercialisation, etc., il est possible qu'il n'ait pas le produit en stock, et donc il vous propose soit un remboursement, soit un remplacement, soit une réparation du produit. Dans le cas de la réparation, ça arrive assez fréquemment d'avoir un échange en fait, c'est-à-dire qu'il va remplacer votre produit par un autre produit qu'il a réparé et vous renverra l'ancien, enfin l'autre produit, etc. Donc le temps qu'il répare l'ancien, ça fait un espèce d'échange. Ça c'est souvent chez les fabricants. Donc typiquement vous avez envoyé un portable, on va vous renvoyer le même portable, mais sans les données du disque dur, sans un truc réinitialisé usine, mais pas votre portable, mais un autre portable. Là vous avez le droit d'exiger un produit dans le même état physique que celui que vous avez envoyé. C'est-à-dire que si vous envoyez un produit absolument nickel, vous avez pris soin de votre machine, elle est intacte, etc., et on vous renvoie un truc dans un état déplorable, c'est à vous de crier et de dire non mais attendez, moi je vous ai envoyé une machine quasi neuve, vous m'envoyez ce tas de boue, c'est pas possible, vous me renvoyez un produit dans le même état. Vous n'avez pas à subir ça. C'est possible uniquement si vous faites des photos de votre produit avant l'envoi. C'est-à-dire qu'il faut absolument photographier votre produit pour protéger vos intérêts. Vous photographiez votre portable sous tous les angles, montrer que le dos est pas griffé, que il y a pas de miettes dans le clavier, que voilà, tout est nickel, l'écran est pas cassé, etc. Et comme ça, si on vous renvoie un produit dans un état déplorable, vous pourrez montrer le delta entre ce que vous avez envoyé et ce que vous réceptionnez, et donc demander un nouvel échange pour avoir un produit en bon état. Autre détail par rapport aux photos, c'est un très bon contact qui on se connaît depuis très longtemps. Depuis Blogy, etc., qui a eu la mésaventure d'envoyer une tablette Lenovo, ça aurait pu arriver avec d'autres marques, qui a envoyé une tablette par transporteur pour une réparation, je me souviens plus ce que c'était la réparation, mais il a envoyé la tablette en bon état, et à la réception, on lui dit « La tablette est cassée, monsieur, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà, donc faut remplacer l'écran, faut remplacer la partie tactile, c'est évidemment très cher par rapport au prix de la tablette, donc voilà, c'est assez problématique. Il n'avait pas pris de photo du produit avant l'expédition, donc là encore ça peut être une solution pour vous protéger. Un produit qui est sensible, avant de l'emballer, vous faites une photo avec votre papier de retour. On vous demande d'imprimer un papier de retour à glisser dans le colis. Vous photographiez les deux avec un appareil photo numérique. Vous faites un cliché qui prouve à la date que vous allez renvoyer le produit qu'il est intact, puisque vous avez la date du papier de retour, ça prouve bien que la date est bonne, et le produit est en bon état. Donc vous renvoyez les deux, comme ça, si jamais on vous dit à l'arrivée il y a eu de la casse et que le réceptionnaire n'a pas signé de réserve sur le produit, c'est à lui de gérer le problème. Donc c'est pas votre problème. Lui il va se retourner vers le transporteur, il va vous dire attendez, j'ai un souci ou autre, mais c'est lui qui va gérer le problème. Vous avez envoyé un produit en parfait état dans un emballage correct. Évidemment, il faut que l'emballage soit correct. Voilà, donc c'est important de faire des photos avant d'envoyer le produit. Le produit est chez le revendeur, il va vous proposer, s'il est cassé, plusieurs options. Il va vous proposer par exemple, il a plusieurs choix. Il va vous proposer donc un remplacement par un produit identique ou par un produit différent. Il a le droit de proposer un produit différent. Alors, on va prendre un exemple tout bête, ici une carte graphique. Le revendeur me propose un remplacement par une autre marque. Alors évidemment, il faut que le processeur soit le même, processeur graphique, il faut que la mémoire soit la même capacité, il faut que les fréquences soient identiques, il faut que les sorties, par exemple, les sorties vidéo ici, vous avez deux sorties DVI et un mini HDMI, il faut que ça soit la même chose, parce que vous l'avez acheté pour des raisons précises, hein. Et si vous avez, ici c'est un modèle basique, mais si vous avez un modèle avec une dissipation très élaborée, etc., une taille également qui est assez spécifique, eh ben il faut que ça soit la même chose. Il a le droit de vous proposer une marque, même moins chère, une autre marque, mais il faut que ça corresponde au cahier des charges identique du produit que vous avez renvoyé. Il n'a pas le droit de vous dire je vous envoie ce produit même s'il a qu'une seule sortie DVI parce que j'ai que ça en stock. Si ça vous convient pas, on passe à un autre type de traitement de SAV. Si ça vous convient, si ça vous convient, si ça respecte exactement le même cahier des charges, même si le produit est moins cher, vous devez l'accepter. Voilà, c'est la norme. Si le produit n'existe plus et que par exemple un de ses ports DVI ne fonctionne plus, il a le droit aussi de vous proposer une décote du produit, c'est-à-dire qu'il va vous dire écoutez, moi je vous renvoie le produit et je vous rembourse 30%.
À vous d'accepter ou non. Alors, c'est à votre choix. Et si rien ne vous convient, eh ben, il doit vous rembourser la somme dépensée pour le produit, c'est-à-dire la totalité du prix de la carte au moment de l'achat. Il n'a pas le droit de vous dire, écoutez, aujourd'hui elle ne vaut plus que tant, je vous rembourse tant. Ça, c'est pas possible. Évidemment, il doit vous rembourser en monnaie, en argent, en vrai argent, c'est-à-dire soit un recrédit bancaire, soit un chèque, ce que vous voulez, mais pas en bon d'achat. Enfin, vous avez le droit de refuser, et je vous conseille de refuser. Un bon d'achat, ça vous oblige à racheter dans le magasin indiqué, évidemment, et ça a une durée de vie qui est limitée. C'est-à-dire qu'il y a des bons d'achat, il y en a certains qui durent 6 mois, d'autres qui durent 12 mois, mais si vous avez rien à acheter pendant 6 mois ou 12 mois, vous vous retrouvez vraiment coincé à devoir acheter un truc dont vous n'avez pas besoin. Autre élément important, la garantie fonctionne dans la durée, pas dans le nombre de réparations. C'est-à-dire que si cette carte tombe en panne 3 fois de suite avec un ventilateur, par exemple, qui se met à plus fonctionner, vous la renvoyez systématiquement au revendeur qui vous change ce que vous voulez, etc. Et qui vous dit, écoutez monsieur, voilà, ça fait 3 fois que vous me la renvoyez cette carte, il n'y aura pas de 4e. Ben si, en fait, parce que si vous êtes dans la durée légale de votre garantie, c'est pas le nombre de fois qui compte, c'est la durée qui compte. Et donc, si vous avez 12 pannes en un an, bah, c'est tant pis pour vous, hein, d'abord, mais c'est à lui d'en assumer les conséquences. Donc, tant qu'il remplacera pas la solution qui a manifestement un problème, et ben, il devra l'assumer. Voilà. Donc, il n'y a pas de limitation au nombre de prises en charge de garantie, que ce soit pour un appareil photo, ça coûte très cher d'entretenir un appareil photo. Donc, on m'a déjà fait le coup de me dire, non, votre appareil photo, là, ça fait 2 fois que vous nous le renvoyez, il n'y aura pas de 3e. Bah si, il y a une 3e. Tant que j'ai une garantie, il y aura une 3e. Quelles pannes sont suffisantes pour un envoi en garantie? Alors c'est super varié. Hein. À partir du moment où ça ne remplit plus les conditions du produit à l'achat, vous avez le droit d'envoyer un produit en garantie. C'est-à-dire que sur une carte graphique, vous avez voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, un port qui ne fonctionne plus, un port DVI qui ne fonctionne plus, ça suffit, même si tout le reste fonctionne, ça suffit pour faire un retour en garantie. Le ventilo ne fonctionne plus, ça suffit pour faire un retour en garantie. Le ventilo est vendu comme silencieux et il se met à faire un bruit de dingue, ça suffit pour faire un retour en garantie. Le produit est annoncé comme ayant telle capacité logicielle et il ne le permet pas, ça suffit pour faire un retour en garantie. Ça c'est important de le noter. C'est-à-dire que on vous dit cette machine sait faire telle chose, elle sait le faire. Par exemple, elle est compatible avec tel format de fichier, elle sait les lire, il n'y a pas de souci. Mais en pratique, non. Et ben ça suffit pour renvoyer un produit en garantie. Ça, c'est vraiment un truc logiciel. C'est pas parce que le matériel n'est pas concerné qu'il n'y a pas de reprise en charge de garantie. Le logiciel, la promesse de la fiche technique du fabricant, du revendeur, doit être tenue. Si elle n'est plus tenue, ça suffit pour renvoyer un produit en garantie. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Alors imaginons qu'il y ait un petit délai sur votre prise en charge de garantie, parce que ça peut prendre du temps de déterminer une panne, parce que c'est les fêtes et que le magasin a du mal à gérer à la fois les expéditions et la gestion. Il y a plein de raisons hein, qui peuvent. Moi je laisse toujours un délai de 7 jours avant de commencer à titiller le SAV. La plupart des magasins maintenant informent avant ce délai, c'est-à-dire qu'ils vous disent on a bien reçu votre produit, il est en cours de traitement, ne vous inquiétez pas monsieur, votre numéro de dossier est en... Très bien, parfait. Donc la plupart des magasins font ça aujourd'hui. Si vous n'avez pas de nouvelles au bout de 7 jours, et même si vous en avez d'ailleurs, je vous encourage à envoyer un petit email en précisant que vous prenez bien note que ça fait 7 jours que le produit est immobilisé. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'à partir de 7 jours d'immobilisation de votre produit, la garantie est prolongée. C'est-à-dire que si le produit reste 7 jours dans un magasin et que vous ne pouvez pas en avoir l'usage, votre garantie gagne 7 jours de plus. S'il reste 15 jours, 15 jours. S'il reste 3 fois 15 jours, 3 fois 15 jours. S'il reste 2 mois en SAV, vous avez 2 mois de prolongation de votre garantie. Donc c'est important de le notifier par email, de notifier ce début de garantie d'immobilisation, ces 7 premiers jours, et de bien conserver la trace du moment où vous recevez le produit ensuite. Tout ce laps de temps, donc du début de votre immobilisation plus 7 jours jusqu'à la réception du produit, va être reporté sur votre garantie. Donc si vous avez une immobilisation d'1 mois, vous gagnez 1 mois de garantie, ce qui est la moindre des choses, mais qui est important de le noter. Encore, vous ressentez votre petite facture, vous notez bien, vous additionnez encore un coup d'agrafe, vous gardez bien trace de tout ça, et ça peut encore une fois vous sauver la vie. Si vous aviez déjà eu une prolongation de votre garantie avec la date de livraison, plus ces 7 jours, ou ces 15 jours, ou ces 3 jours, tout ça s'additionne, hein. Vous avez vraiment une prolongation qui
perdure. Si vraiment ça dure trop longtemps, là il faut faire comme d'habitude, courtoisement interroger le revendeur pour lui demander quelle solution, parce que vous, ça vous embête beaucoup de plus avoir de carte graphique dans votre PC, donc quelle solution il vous propose. Si vous propose d'attendre, vous pouvez attendre un petit peu. Si vous propose d'attendre trop longtemps, vous pouvez dire que non, vous n'allez pas attendre trop longtemps, qu'il vous faut une solution. Alors après c'est très flou. Aujourd'hui, on va avoir des médiateurs pour pouvoir gérer tout ça, mais est-ce que ça vaut le coup d'appeler un médiateur pour ça? Vous pouvez toujours dire que vous êtes vraiment embêté, et si vous n'avez pas une réponse positive et que vous êtes client du magasin, déjà vous ne serez plus client du magasin, mais surtout, vous pouvez envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour signaler que vous avez absolument besoin du matériel, et vous pouvez fixer par exemple un bon délai de 15 jours pour régler le problème. Voilà. Si au bout de 15 jours vous n'avez pas de nouvelles ou on fait la sourde oreille, le recommander c'est vraiment la solution la plus efficace. Si vous n'avez pas de réponse à vos emails, moi j'ai une technique, je renvoie un email. Au bout de 7 jours, si j'ai pas de réponse à mon premier email, je renvoie un email, puis un second, et puis ensuite je programme un petit robot qui va envoyer des emails à ma place tous les jours. Généralement ça règle le problème assez vite. Voilà, donc le dialogue, toujours courtois, jamais s'énerver, que ça soit par téléphone ou par email, jamais de grossièreté, tout simplement parce que si vous passez par un médiateur par exemple et que vous vous mettez à insulter le SAV, d'abord c'est pas sympa, ils y sont généralement pour rien, ils font le maximum, faut bien comprendre que c'est dans l'intérêt du commerçant de gérer le SAV, mais si ça se passe pas bien, vous allez être en porte-à-faux par rapport au médiateur, donc toujours rester courtois quoi qu'il arrive. Par qui passer pour le SAV de vos produits? Alors la question est récurrente, la réponse légale est simple. Vous avez un seul interlocuteur pour votre SAV, c'est le revendeur. C'est-à-dire que si vous voulez tout passer votre SAV chez le revendeur, vous ne posez pas de questions, vous envoyez au revendeur. Je vous encourage d'ailleurs à le faire si jamais c'est pour des pièces détachées assemblées, des pièces détachées ou un PC assemblé. Vous n'allez pas vous prendre la tête à désosser votre PC assemblé, vous renvoyez le PC assemblé, ça peut être problématique, mais ça peut solutionner pas mal de trucs. Voilà, vous renvoyez le PC assemblé à celui qui l'a assemblé, il se dépatouille avec ça, et vous renvoie le PC, et voilà, tout va bien. Mais est-ce que c'est la meilleure solution pour tous les produits de passer par le revendeur? Non. Pourquoi? Parce que beaucoup de marques aujourd'hui ont des services de SAV qui sont meilleurs techniquement parlant et financièrement parlant que passer par le revendeur. Imaginons un portable, par exemple, un ordinateur portable, vous allez devoir l'emballer, l'expédier à vos frais, parce que ça c'est pas pris en charge par la garantie, l'expédier à vos frais au revendeur, qui va ensuite le renvoyer au fabricant. Donc déjà on a un problème de délai, puisque ça fait de chez vous au revendeur, du revendeur au fabricant, du fabricant au revendeur, du revendeur vers chez vous, on a un minimum 15 jours de transport et de logistique. Donc il y a ce premier délai. Et deuxièmement, vous allez payer des frais, parce que vous allez devoir expédier vous-même le produit chez le revendeur. Il existe de plus en plus des marques qui vont faire du service sur site, c'est-à-dire que là, vous appelez le fabricant va dépêcher un transporteur qui va venir chez vous avec un matériel de transport spécifique, prendre votre portable, le mettre dedans et vous donner un papier comme quoi vous avez bien remis votre portable au transporteur. Après, il s'ensuit une démarche de SAV direct, donc chez vous, fabricant, chez vous. C'est plus rapide, plus efficace et vous n'avez pas 1 euro à débourser. Il arrive même chez certaines marques, généralement pas sur les produits très entrée de gamme, mais sur des produits plutôt haut de gamme ou pro, qu'on vous fasse un échange en direct. C'est-à-dire qu'on va vous dire, écoutez monsieur, faites vos sauvegardes, il y a un technicien qui arrive chez vous, il va prendre votre portable et il va vous en donner un autre neuf. Que dire, neuf ou réparé, mais il va vous proposer directement un échange. D'autres vont vous proposer un portable en attendant, pour que vous n'ayez pas un manque sur votre portable. Ça, c'est surtout sur les services pro. Mais ça arrive de plus en plus d'avoir des services de ce type-là. Pareil pour d'autres produits, les disques durs, la mémoire vive, les SSD, certains types de produits professionnels fonctionnent également comme ça. Donc vous avez plus des écrans, vous avez plus d'intérêt à contacter directement le fabricant, qui va prendre en charge d'une manière plus élaborée votre SAV que de passer par le revendeur. Vous gagnez en temps, vous gagnez en service et vous gagnez en argent. Autre élément à prendre en compte, si vous passez par le revendeur pour certains produits, vous êtes à peu près sûr d'avoir un SAV, identique à celui que vous expédiez. Je m'explique. Il y a quelques temps, j'ai acheté 4 de ces petits SSD. 4.
C'est le pire SSD du monde, c'est le OCZ Pétrole, là c'est un 64 Go, il n'est pas encore tombé en panne, mais je m'en suis pas beaucoup servi. Je les ai achetés, je crois, à 9,90, quelque chose comme ça, donc vraiment pas cher. Tout le monde perdait de l'argent sur ce disque, le revendeur, le grossiste, tout le monde. OCZ a dû en perdre une tonne, enfin bref. Je les ai achetés pourquoi? Parce qu'à 9,90, 64 Go, pour mon usage, ça allait, et surtout parce que j'avais en tête une idée assez simple. Je savais qu'ils allaient tomber en panne, et je savais que ça allait être rapide, et je savais que OCZ n'allait pas me renvoyer ce produit. Alors, si vous envoyez ce produit qui va tomber en panne, donc un 64 Go SSD, à un revendeur, le revendeur va le prendre, va l'examiner, va voir qu'il est en panne, ça va être assez rapide, va l'envoyer au grossiste. Le grossiste va le prendre, va l'examiner, va voir qu'il est en panne, va le renvoyer à OCZ. OCZ va le voir. Qu'est-ce qu'il va faire OCZ? Il va se dire, c'est vraiment de la daube. Je peux pas renvoyer ça. De toute façon, je vais me le prendre dans les dents dans 3 mois parce que c'est vraiment de la daube. Donc, je vais le renvoyer un autre produit et puis je vais perdre encore un peu plus d'argent, mais ça m'apprendra à faire des OCZ pétrole vraiment tout pourris. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. Il va renvoyer un OCZ Solid 3, qui est bien meilleur, qui est un 120 Go, donc avec plus d'espace, et il va le renvoyer au grossiste. Et le grossiste, il va faire, oh mais ils sont sympas chez OCZ. Oh dis donc, je leur envoie un 64 Go, il me renvoie un Solid 3 120 Go. Mais dis-moi, j'ai pas un 64 Go qui traîne sur une étagère. Et si il a un 64 Go qui traîne sur une étagère, donc il prend son 64 Go et à la place, même si c'est une autre marque, hein, là c'est un Kingston, bon, il prend son 64 Go et il dit en échange au revendeur, il dit en échange de votre 64 Go au CZ, on vous donne un 64 Go Kingston qui fera l'affaire. Le revendeur dit bon bah très bien, je vais renvoyer ça au client, tout le monde est content. Et effectivement le client est content. Il aurait été encore plus content d'avoir le 120 Go Solid 3, mais bon, il fait avec ce qu'il a. Si le grossiste n'a pas le temps et qu'il se dit bon je vais pas me prendre la tête à regarder, ou s'il a pas le produit en stock, il va renvoyer ça au revendeur. Mais le revendeur, lui, il a le produit en stock. Lui, il a des tonnes de config montées, de la récup, etc. Donc lui, il va se dire bah 120 Go, j'envoie un 64 Go, super. Et lui, il va faire l'opération. Dans tous les cas, c'est quasiment impossible que vous receviez le produit qui a été échangé pour la gamme au-dessus. Ça sera toujours écrémé, soit par le grossiste, soit par le revendeur. Si vous passez en direct, comme j'ai fait, donc, j'ai renvoyé un pétrole, j'ai reçu un solide, et donc je suis vraiment gagnant. Alors, sur un SSD, ça a l'air de rien, ça m'est arrivé sur un écran Sony, où j'ai reçu un écran très haut de gamme par rapport à l'écran de base que j'avais envoyé, ça m'est arrivé sur d'autres produits, et c'est une pratique qui est assez courante, surtout sur les séries qui posent problème. Plutôt que renvoyer un produit qui va poser problème dans 3 mois, donc ne pas résoudre le souci en fait, et ben ils préfèrent envoyer un produit, surtout sur par exemple des SSD qui sont garantis très longtemps. Ça c'était garanti 3 ans, les fous, c'était garanti 3 ans, donc pendant 3 ans, ils vont pas se prendre la tête à faire des échanges au cas par cas, ils prennent le produit, le mettent à la benne, et puis ils échangent ça contre des produits plus récents. Ça leur revient moins cher que d'avoir à payer des gens pour faire du SAV sur des produits où ils ont déjà perdu de l'argent. Donc, passer par le fabricant, je vous dis pas que c'est la meilleure solution, l'ultime solution, je vous encourage pas à le faire systématiquement, mais regardez bien au niveau de vos achats si c'est pas plus pertinent de passer directement par le fabricant ou de passer par le revendeur au cas par cas, ça peut valoir le coup. Un autre point très important concerne les packs et les extensions de garantie qui sont vendus par les marchands. Donc là, ça va changer, hein, parce que je vous expliquais, on est passé de 1 an minimum de garantie, enfin 6 mois, 1 an commercial de garantie, à 2 ans. Donc on passe le 18 mars à 2 ans de garantie minimum. Donc tous les gens qui vous proposent des packs de sérénité, gold, machin, premium, qui sont de 2 ans, vont perdre cet avantage vu que ça va être le minimum légal. Donc ils vont passer peut-être à 3 ou à plus. Enfin voilà, aujourd'hui on a des packs qui vous proposent alors plein de choses. On vous propose donc une garantie de 1 an étendue à 2, avec dans l'idée cette garantie que c'est plus à vous de fournir la preuve que le produit est bien défectueux d'origine. Donc voilà, c'était l'idée de ces packs-là. Et puis plein d'autres services, un traitement SAV VIP avec une hotline non surtaxée alors que c'est le minimum légal, avec un traitement rapide de vos retours en cas de panne, etc., etc. Donc ces packs-là, ça peut valoir le coup. Alors là, ça vaut plus le coup du tout d'acheter un pack de 2 ans. Hein. Dès le 18 mars, vous oubliez les packs de 2 ans, ça sera 3 ans minimum, sinon ça vaut pas le coup. Ça peut valoir le coup d'acheter un pack de ce type-là pour un produit d'une certaine valeur, typiquement un portable, un appareil photo, etc. En comprenant bien que cette garantie supplémentaire ne
concerne que les pannes liées au produit. C'est-à-dire si vous le cassez, évidemment, si vous faites tomber votre appareil photo, vous aurez, comme pour la garantie légale, vous n'aurez absolument pas de reprise de votre produit. Maintenant, faut bien comprendre que le système de ces garanties étendues, c'est pas un système de garantie légale, de garantie commerciale, c'est un système d'assurance. Vous payez un petit peu plus cher pour avoir l'assurance d'un an de garantie supplémentaire. Il y a certains magasins qui vont vous dire, par exemple, les produits soldés ou en bonnes affaires vont passer de 3 mois à 6 mois de garantie avec le pack premium. Encore une fois, la loi, c'est 6 mois minimum. Donc, faut vraiment bien évaluer vos besoins par rapport aux produits. Il faut également évaluer ces garanties supplémentaires par rapport aux garanties de base fournies par le fabricant. C'est-à-dire que si le fabricant vous dit moi je vous garantis ce produit-là 3 ans et qu'on vous vend une garantie supplémentaire d'1 an au bout des 2 ans de base pour 50 €, évidemment ça n'a aucun sens. Vaut mieux passer par le revendeur pour les 2 premières années et puis passer par le fabricant pour la 3e. Ça n'a pas de sens. Voilà. Par contre, les extensions de garantie les plus lourdes, typiquement jusqu'à 5 ans sur des portables, des appareils photo, etc. Là, il faut vraiment faire très attention à ce que vous achetez. Et il y a beaucoup de petites lignes qui sont pas vraiment mises en avant. C'est-à-dire qu'on va vous mettre en avant effectivement traitement SAV rapide, numéro de téléphone non surtaxé, patati patata, et on va vous dire garantie 5 ans. Mais ce que cache cette garantie de 5 ans, c'est pas la garantie contractuelle de base, c'est pas la garantie légale, c'est une garantie commerciale. Et une garantie commerciale, ça veut pas dire forcément le remboursement de votre produit à 100%. On va vous écrire en toutes lettres, en gros et en gras, remboursement sur 5 ans, mais ça veut pas dire remboursement à 100% forcément. Typiquement, l'exemple que j'ai en tête, c'est un magasin qui vous propose une garantie pour 500 €, alors avec des promos sur ces offres de garantie, mais voilà, un produit à 1500 €, on va vous demander 500 € pour vous le garantir 5 ans. Et vous vous dites, je suis couvert pendant 5 ans. Non, en fait, non. En fait, cette garantie-là va vous permettre d'avoir un remboursement de 80% de la valeur, et je dis remboursement, c'est une mauvaise façon d'expliquer les choses, va vous proposer 80% de la valeur de votre produit en bon d'achat pendant les 3 ans supplémentaires de la garantie de base de 2 ans. Ça veut dire que vous allez acheter un portable à 1500 €, vous allez payer en tout 2000 € et vous allez avoir 1200 € de remboursement sous forme de bon d'achat. Donc vous pourrez pas l'utiliser où vous voulez, vous aurez une durée limitée d'utilisation. Et quand on s'en aperçoit, généralement, donc après l'avoir prise, quand les gens s'en aperçoivent, ils sont furax parce que ils n'avaient pas lu les petites lignes. C'est très très important de bien regarder dans quoi vous vous engagez. Il y a marqué garantie 5 ans. Garantie 5 ans, ça veut pas dire forcément, c'est une garantie commerciale, ça veut pas dire forcément l'équivalent de la garantie de base, la garantie contractuelle. Donc lisez bien dans quoi vous engagez. 2 derniers trucs, après on arrête cette vidéo qui doit être déjà beaucoup trop longue. Le transfert de garantie. Alors ça c'est un truc qui revient très très souvent. Le transfert de garantie c'est quoi? C'est j'achète un produit et je le revends d'occasion à quelqu'un et je dis c'est toujours sous garantie, donc ça a plus de valeur. La plupart des marchands n'acceptent pas ça. Voilà, c'est pour être très clair. C'est-à-dire que la garantie est liée au produit et à l'acheteur en même temps. Et donc dire c'est toujours sous garantie, ça veut dire que vous allez devoir retourner le produit chez la personne qui vous l'a vendu pour que lui puisse profiter de la garantie, puisque le marchand ne va pas accepter quelqu'un qui n'a pas acheté chez lui puisse profiter de la garantie. Typiquement, les annonces Le Bon Coin qui vous disent telle carte graphique encore garantie 1 an chez machin. Ok, allez voir les conditions générales de vente de machin. Machin va écrire la plupart du temps en toutes lettres qu'il n'accepte pas le transfert de garantie. Vous aurez beau avoir une lettre de cession qui indique ce jour j'ai vendu telle carte à monsieur machin, etc. encore sous garantie jusqu'au chez tel magasin. Non, en fait, il n'y a pas de raison de quand vous achetez dans ces magasins-là, il n'y a pas de raison de surévaluer votre produit parce qu'il est encore sous garantie, à moins que vous acceptiez en tant que vendeur ou vous entendiez en tant qu'acheteur avec le vendeur de gérer cette éventuelle garantie. Dernier point pour tout ça, la garantie contre les vices cachés. Fameuse garantie contre les vices cachés. Alors moi j'ai commencé à vendre du matos en informatique en 1996, donc voilà, je suis officiellement très vieux, et depuis 1996, je n'ai jamais vu une garantie contre les vices cachés fonctionner pour du matériel informatique. Jamais. Donc voilà, c'est assez clair. La garantie contre les vices cachés, ça vous protège contre un vice inhérent au matériel qui aurait été caché par le revendeur. Donc typiquement, voilà, j'achète cette carte graphique et elle tire vers le rouge.
Voilà, l'image, hein, il me l'a pas dit, il le savait. Il y a eu une procédure de rappel, par exemple, du fabricant, etc. La carte tire vers le rouge, il le savait sans avoir à ouvrir la boîte, donc sinon c'est un défaut. Je l'ai acheté, je l'ai pas installé pendant 3 ans, et au bout de 3 ans je l'installe pour une raison mystérieuse, et là je m'aperçois qu'elle tire vers le rouge. Je googlise la carte pour avoir des infos, en me disant c'est peut-être une mise à jour de pilote, etc. Et là je me rends compte qu'il y a eu un rappel de cette carte qui avait un vrai problème à l'époque, quand je l'ai acheté il y a 3 ans, etc. Bon. Et donc le vendeur le savait, puisqu'il y a eu un rappel, c'est un professionnel, il est censé s'informer, et il me l'a vendu quand même. Et ben là, j'ai une garantie contre les vis cachées, tadam, je peux demander au revendeur de me reprendre le produit. Voilà, donc ça c'est la théorie. En pratique, j'ai jamais vu évidemment que ça fonctionne, parce que c'est rare les gens qui achètent une carte, qui la mettent dans un tiroir et qui l'allument 3 mois après, ou 3 ans après plutôt. Quand on achète une carte, généralement, on l'installe, on regarde, et puis on voit qu'elle tire vers le rouge, on appelle, on dit, bah écoutez, elle tire vers le rouge, et ah oui, effectivement, elle tire vers le rouge, bah écoutez, renvoyez-la, on va vous l'échanger tout de suite. Voilà, fin de l'histoire. Donc, garantie contre les vis cachées, c'est super, ça fait parler beaucoup de gens sur les forums, tout le monde se dit, j'ai toujours cette solution-là, hormis en immobilier ou pour des achats, typiquement une voiture, des achats vraiment très très coûteux, un frigo, des trucs comme ça, qui durent très 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 longtemps, qui se dévalorisent pas ou peu, hormis pour ces achats-là, j'ai jamais vu une garantie contre les vis cachées fonctionner en matière d'informatique, d'électronique, de Wi-Fi ou de ce type-là. Voilà, ça n'existe pas. Enfin, j'ai jamais eu. Si vous avez un cas, ça m'intéresse, vous pouvez le mettre en commentaire, mais moi j'ai jamais eu. Alors, si j'ai 3 règles d'or par rapport à tout ça, la première c'est d'être consciencieux, toujours consciencieux, essayez d'imprimer vos documents, les factures, les dates de réception, les départs en garantie, les dates de retour de garantie, vous imprimez tout, vous êtes consciencieux, vous avez une petite pochette, vous mettez tout ça bien à l'abri, et ça peut complètement vous sauver la vie sur vos produits, sur vos achats. Deuxième règle d'or, essayez d'être le plus efficace possible dans votre communication avec le revendeur pour gérer votre garantie. Il va vous donner des instructions, exécutez-les, donnez des réponses claires, racontez pas votre vie, que votre petit cousin est venu, il a pas réussi à faire fonctionner, le revendeur s'en fiche comme sa première couche. Ce qui l'intéresse par contre, c'est de voir qu'il y a un conflit, que vous avez tel matériel, que ça peut poser problème, que vous avez rencontré ce problème de façon aléatoire, mais toujours dans telles conditions, etc. Soyez le plus consciencieux et efficace, techniquement parlant, en dialoguant. Il va gagner un temps fou, et s'il gagne un temps fou, vous allez gagner un temps fou dans votre gestion du SAV. Troisième élément, essayez quand vous achetez un produit de prendre en compte la garantie de manière globale, c'est-à-dire de prendre en compte la garantie qui est la garantie légale, donc qui va passer à 2 ans le 18 mars, la garantie qui peut vous être éventuellement proposée par le marchand d'une année supplémentaire pour une somme qui représente tant par rapport un pourcentage qui représente tant par rapport au prix du produit, est-ce que ça vaut le coup ou non, et est-ce que cette année supplémentaire est pas déjà proposée par le marchand, typiquement pour certains produits on a une garantie de 3 ans, 5 ans, etc. Donc par le fabricant, va vous garantir de façon supérieure au revendeur, donc est-ce que ça vaut le coup encore une fois de prendre une garantie X et une garantie Y qui couvre le même temps, ça vaut pas vraiment le coup. Donc, essayez de regarder de manière globale la garantie de votre produit, surtout pour les gros. Je parle pas d'investissement de 30 euros, je parle d'investissement lourd, typiquement 800, 1000 euros, sur un portable, sur un appareil photo, sur un processeur, sur un SSD. Si vous commencez à dépenser vraiment de l'argent, réfléchissez aussi au temps de votre garantie et à l'ensemble des prestations qui sont proposées. Voilà, de pas prendre 2 fois une garantie, c'est-à-dire en avoir une par le fabricant et en reprendre une supplémentaire pour la même durée chez le revendeur. Ça a pas de sens. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est une vidéo beaucoup trop longue encore une fois. La prochaine fois, je compte pas m'arrêter là sur cette série sur la VPC. Je sais pas encore de quoi je vais parler, j'ai plusieurs sujets en tête. On en reparle très bientôt. Voilà, à bientôt.